Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteur en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui, par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré, et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Escaïche. Elle est psychogénéalogiste, analyste transgénérationnelle, plasticienne et thérapeute par les arts. Elle a fondé Trace, une entité qui réunit l'ensemble de ses activités. Je l'ai invitée pour parler de nos ancêtres, de l'intérêt de la généalogie et de la place de l'art pour créer du lien. Alors Caroline, pour rentrer directement dans le vif du sujet, j'aimerais savoir à quoi est-ce que ça sert de faire son arbre généalogique et de comprendre cet arbre familial. Oui, alors, tout d'abord, je vais faire une petite distinction entre ce que l'on appelle communément l'arbre généalogique, simple, qui mentionne en fait des repères, essentiellement historiques, et le génogramme, qui est en fait le terme donné à l'arbre généalogique qu'on va utiliser, en psychogénéalogie, en transgénérationnel, qui est un arbre généalogique codifié, qui renseignait en fait non seulement des informations factuelles, les noms, les prénoms, les dates, c'est des informations objectives, mais aussi qui prennent en compte, et ça c'est très important, les contextes historiques, sociaux, économiques, c'est-à-dire les grands mouvements migratoires, les moments où il y a eu des guerres, s'il y a eu des catastrophes, ce qui donne une cartographie, qui, peut mettre potentiellement en évidence, certaines répétitions, notamment dans les maladies, des pathologies, des symptômes, également. Donc construire son génogramme, ça permet avant tout, de se situer dans une filiation, dans un grand tout familial, sur plusieurs générations, et de comprendre en fait la place qu'on, de comprendre notre place et d'accepter en fait qu'on n'est pas à l'origine de soi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, comprendre en fait qu'on est issu de ces lignées. Oui, et en fait le fait de le tracer, de le dessiner, ce n'est pas la même chose que le raconter. Les paroles ne sont pas fixées. Les, les personnes, les noms et les prénoms, prennent corps en fait, sur cet arbre, qui, se compose en fait, on est en bas en fait de ce dessin, c'est un dessin, qui part du bas vers le haut en fait, qui se déploie aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Mmh. Et on voit toutes ces ramifications qui prend la forme évidemment de cet arbre, Il y a toujours, un peu le parallèle qu'on fait avec, les feuilles et les branches qui vont vers le ciel, et puis bon, bah, les racines. Alors les racines évidemment, on construit à l'envers. Les racines sont vers le haut, mais c'est un petit peu ce principe-là. Et c'est aussi une représentation des vivants et des morts. Enfin, je veux dire, il y a aussi, ça sépare, cette séparation entre le vivant et les morts, et ça met en avant aussi les énergies qui sont bloquées, notamment dans les deuils qui sont pas faits ou mal faits, en fait, voilà. Donc ça met aussi en évidence, et ça permet de réparer les trous de la mémoire, parce qu'il y a des trous, il y a des informations manquantes. Ces informations manquantes, elles disent quelque chose. Il peut y avoir des extinctions de branches aussi. Donc ça, d'un seul coup, visuellement, on les voit. Oui, et peut-être pour comprendre, qu'est-ce que ça veut dire un trou? Alors un trou, bah, c'est d'un seul coup, il y a un vide. Alors on n'a pas l'information, par exemple, donc on ne peut rien noter. Donc sur un arbre, il y a une lignée, on a beaucoup d'informations, donc ça va être, c'est très, très fourni. Il y a beaucoup de feuilles et beaucoup de branches, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de noms, de prénoms, de renseignements sur les métiers, de dates. Puis de l'autre côté, il y a rien. Donc Mmh. là, il y a une sorte de trou.
ou par exemple d'une génération à l'autre, hein. On va d'un seul coup, on a des informations sur, les fratries et puis d'un seul coup, c'est comme s'il n'y avait même plus d'enfants. Donc ça c'est questionnant. Mmh. Alors certes, il faut aller chercher des informations, hein, c'est ça, c'est indéniable et puis parfois on ne les aime même pas ces informations. Donc là, on va travailler avec ces trous de transmission, ces trous de la mémoire qui n'a pas été donné, qui n'a pas circulé. Et également, on peut avoir des trop-pleins, des trop de maladies, des trop de morts de nourrissons, des trop de pertes et là, on sent qu'il peut y avoir eu potentiellement des traumas. On peut se questionner sur comment les personnes ont vécu à ce moment-là, en fait. Toutes ces pertes, face à des catastrophes même naturelles, hein, comment les personnes ont pu, se reconstruire, tenir debout, continuer à vivre. Donc c'est incroyable ce que ce dessin, ce tracé porte en lui de symbolique ou de factuel, mais qui va nous permettre de faire des liens. Donc en fait, c'est un élément central de la psychogénéalogie et c'est aussi un des outils, en fait, de l'analyse transgénérationnelle. Alors la psychogénéalogie, ça a été créé par Anne Ancelin, Schutzenberger dans les années 70-80. Bon, notamment, elle a écrit un livre qui s'appelle «Aïe mes aïeux», qui a pas mal circulé et heureusement parce que ça fait connaître, tout ça et c'est un moyen, la psychogénéalogie, de comprendre sa vie et de comprendre aussi ses choix, du coup. Parce que quand on voit tout ça se déployer, on se dit: «Bah, ses choix professionnels, ses choix personnels», hein, sans que forcément il y ait eu des traumas, hein, voilà, c'est Mais d'une certaine manière, se placer dans son histoire, comme vous le dites, c'est regarder nos origines, mieux comprendre nos ancêtres, leur parcours, les trous, les tros, peut-être les équilibres aussi. Et est-ce que c'est aussi trouver des ressources à travers ses ancêtres? oui, alors c'est fondamental, en fait. On parle pas que de trauma, de secrets, de conflits de loyauté, de choses, négatives. Mais il y a forcément, bon, de toute façon, dans toute famille, des choses qui ont été lourdes à porter, qui ont été transmises. Mais tracer son arbre et le coupler peut-être avec un travail thérapeutique approfondi, ça permet en fait de s'ouvrir positivement à l'héritage familial. Parce que là, justement, il y a la notion d'héritage qui peut être source, de grandes richesses, pour soi. On rencontre pas que des failles, et on rencontre aussi les trésors, les savoir-faire, les passions, les créativités qui ont été transmises et parfois étouffées et en rencontrant certaines personnes de l'arbre, on peut s'identifier à des personnes spontanément, sans les avoir rencontrés, se dire: «Mais cette personne a été très résiliente, c'est formidable tout ce qu'elle a pu faire. Bon, certes, elle avait un caractère de cochon, mais en fait, quelle personne, formidable». Ça, c'est les ressources de l'arbre aussi. Puis c'est toutes les autres transmissions, ces petits riens aussi qui, qui circulent en fait de génération en génération, qui forment ces ressources-là. Et c'est sûr que c'est ce qu'on va aller recontacter. Parce que si on est là, si on est vivant, c'est qu'il y a eu de la ressource. Et c'est quoi ces petits riens? C'est des petites phrases, hein, c'est des petites victoires aussi de la vie, heu, c'est des petits voyages, c'est des petites conquêtes, Heu, c'est des jolies histoires aussi, des histoires d'amour, hein, parce qu'il n'y a pas que des histoires, douloureuses d'amour. C'est des changements de parcours de certaines personnes. C'est c'est aussi, ce qu'on transmet aussi dans le mythe familial avec des rituels, avec, des croyances qu'on va aller honorer. C'est des contes, hein, c'est ce qu'on se raconte aussi, qui peut se transformer. Ah, ce fameux téléphone arabe qui fait que au bout du compte, une histoire est transformée, mais au démarrage, c'était une histoire
un peu comme une fable en fait qui se racontait dans la famille. Ces petits riens, c'est des petits mots, c'est, bah, tiens, à tel jour, on s'habille comme ça, c'est voilà, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est ces petits riens qui constituent aussi ces ressources. C'est ces recettes de famille, hein, Mmh. qu'on se transmet. Heu, c'est Ça, c'est important parce que se retrouver autour de la préparation d'un repas, autour de la dégustation, ça, c'est un héritage, incroyable et on le garde longtemps, en soi. Ça, c'est une ressource. C'est vrai qu'on il y a eu beaucoup, en tous les cas, d'ouvrages et même des vidéos, des supports sur la transmission autour du repas. On voit que c'est un élément fort. Moi, j'ai l'impression que ça s'est un peu arrêté du côté maternel, mais que ça a eu que ça a une place très forte du côté paternel en Turquie, où la nourriture et la préparation des repas sont vraiment très importants, surtout pour mes tantes. Mais en effet, c'est des éléments que je vois bien qu'elles transmettent à leurs enfants, filles et garçons, comme quelque chose de fort et comme des moments d'échange à partager. Et sur ces éléments, je vois aussi peut-être la question administrative, d'une certaine manière, la manière dont l'administratif a posé, je dirais, les cadres un peu de recueil des naissances, des décès. Ça nous amène parfois à aller trouver et mieux comprendre les individus dans ce cadre. Moi, du côté maternel, j'ai pu faire émerger des décès d'enfants de mon arrière-grand-mère. Donc, on a pu voir aussi comment cette femme aussi a pu être résiliente avec 4 décès. Et du côté paternel, donc du côté de mon père en Turquie, c'est assez difficile à la fois parce que je connais pas bien, je dirais, ce côté administratif turc, mais où je sais qu'en plus, on a, quoi, dans cette histoire en Turquie, dans les années 30, il y a eu une obligation de changement de nom de famille assez brutale pour les minorités, puisque Mmh. mon père est issu de la minorité kurde. Et donc, de fait, on s'arrête aux grands-parents, avec des grands-parents dont on raconte plus de choses du côté de la grand-mère que du grand-père. Mais donc, comment fait-on quand on ne connaît pas certaines branches? Est-ce qu'il y a besoin d'aller remonter à certains niveaux? Voilà, jusqu'où c'est pertinent d'aller? Oui, bah, c'est assez courant, hein, de ne pas avoir toutes les informations. Je dirais que c'est la majorité des personnes, hein, hem, c'est vrai qu'en général, à minima, on travaille sur 4 générations, ce qui correspond aux arrière-grands-parents. Et il est souvent pertinent d'aller jusqu'à la septième parce que là, surtout quand on vient consulter un psychogénéalogiste, un analyste transgénérationnel, c'est bien qu'il y a un empêchement dans sa vie aujourd'hui. Donc il faut aller chercher un petit peu la racine en fait, d'un traumatisme, enfin d'un événement, douloureux. Et cette génération, c'est pas rien parfois enfin, c'est important de remonter sur ces générations. Alors il y a, comme vous le disiez, il y a possibilité, c'est plus facile en France, mais dans certains pays aussi c'est bien organisé, d'aller vers les archives départementales. Tout est enregistré. Ça a été scanné, c'est donc en fait on peut consulter. Là, il y a une mine d'informations, on a des surprises. Je veux dire les actes de naissance, de décès, de mariage, il y a les archives militaires, des hôpitaux. Donc là, il y a vraiment des informations incroyables. Et lorsqu'on a évidemment des ancêtres, qui viennent de l'étranger, qui ont exilé pour des raisons diverses, il y a des associations, il y a les ambassades, il y a les consulats qui permettent de renseigner. Moi-même, bon, moi j'ai une partie de ma famille, en Ukraine, qui est partie en 1917 avec, avec la révolution. Je me suis tournée vers des associations. Beaucoup de choses ont été détruites et puis, beaucoup n'ont pas été Mmh. consignées, en fait, par écrit. Donc là, comment fait-on? Eh bien, en fait, on travaille, hein, avec, justement des petits riens, c'est-à-dire, le petit verbal, des transmissions, comme j'en ai cité, en fait, hein, ça peut être aussi avec des images, hein, qu'on a pu sauver, donc des photos.
des proverbes en fait et puis des mots qui se transmettent régulièrement et qui vont pouvoir peut-être dénoter d'une peur ou d'un mécanisme en fait, hein, un mécanisme de défense qui s'est constitué. Voilà, les personnes disent: «Voilà, moi j'ai toujours besoin de m'asseoir près d'une porte, une issue de secours». Ça quand même, ça dénote, hein, de quelque chose d'un peu irrationnel. On ne peut pas s'en empêcher. On a besoin en fait de pouvoir trouver une issue, un échappatoire. On va travailler sur des hypothèses en fait, sur, ce que la personne apporte. De toute façon, dans un travail thérapeutique, on travaille toujours, hein, avec ce que la personne apporte, ici et maintenant. Et en fait, on va tirer le fil. Et la personne a de toute façon, là j'en viens à une notion qui est quand même hyper importante, c'est, reconnecter la personne à son intuition. Parce qu'en elle, elle sait. Elle porte des choses, hein, qui ont été transmises et elle sait. Donc c'est cette intuition-là qu'on va aller convoquer, qu'on va aller, titiller, heu, parce que c'est là qu'en fait, se trouvent les réponses. Alors ça peut paraître étrange comme ça, parce que c'est pas évidemment du pragmatique, hein. On n'a pas un document formel, on n'a pas, heu, une grand-tante raconte ceci, raconte cela. Mais en fait, là, il y a moyen de retrouver des traces, hein. Alors on ne saura peut-être pas l'origine des choses, on va peut-être pas retrouver toutes les informations sur, l'arrière-grand-père ou même le grand-père, hein, mais on a des éléments qui permettent en fait de reconstruire en fait, hein, cette histoire. Parce que l'objectif, c'est quand même de se reconstruire une histoire, son histoire à soi, même si on n'a pas toutes les éléments. C'est un peu, un puzzle dont on va peut-être dessiner certaines pièces. C'est intéressant de voir en fait comment on dessine un peu d'une certaine manière, j'ai l'impression, dans la dentelle pour soi. Et c'est un peu la base qu'on reconstruit pour se reconstruire ou rajouter des pièces de son puzzle aujourd'hui pour se solidifier. Oui, ouais, ouais, c'est pour beaucoup plus s'ancrer, s'incarner, comme l'identification à certaines personnes qu'on n'a jamais connues, mais dont on a entendu parler, bon, c'est sûr qu'aller glaner les informations, heu, auprès de personnes qui sont plus ou moins proches, hein. Ça peut être prendre un téléphone et aller retéléphoner, enfin, prendre contact avec une cousine éloignée, elle va livrer des informations qui parfois sont un peu, mélangées, floues, qui d'ailleurs peuvent se contredire en contredire d'autres, hein. Mais c'est revenir aussi, moi je conseille souvent, de revenir vers les personnes plusieurs fois parce qu'une première fois, non, elle ne se souvient pas. Puis la deuxième fois, tiens, une information et petit à petit, on peut quand même arriver effectivement dans la dentelle à reconstituer quelque chose. Et ça, c'est des petites victoires pour soi parce que c'est un peu comme une enquête policière. On va aller, on va tomber parfois dans des cul-de-sac, des suppositions, imaginer, voilà, qu'il s'est tramé telle chose entre certaines personnes et puis après revenir: «Ah bah non, en fait, c'était pas de la bonne piste». Il y a vraiment cette idée d'enquête policière, en fait, je trouve, dans laquelle, on se prend, hein. Je veux dire, en tout cas, les patients se prennent au jeu, en fait. Voilà, après on a d'autres outils, hein, avec la psychogénéalogie, l'analyse, enfin surtout l'analyse transgénérationnelle, qui vont aller convoquer l'inconscient tel que, travailler avec des figurines, faire des gestalts avec, on va recréer des événements ou des situations familiales et on va faire dialoguer les personnes entre elles. C'est le moment de la recréation aussi. C'est intéressant parce que dans la recréation, il y a la question de la créativité, de la création. Ça, ça suggère aussi tout un champ, je dirais, lié un peu à l'artistique. Oui, c'est bah, à l'artiste qu'on est enfin de sa propre vie parce que l'idée c'est de créer, d'être artiste de sa propre, créateur de sa propre vie. Hem, Et peut-être sur cette question, tout à l'heure, vous parliez du lien entre les vivants et les morts, que cet arbre, cette histoire nous met en lien entre les vivants et les morts. Et là, on parle eh bien d'approche un peu artistique. Euh,
Je sais que, vous développez, les carnets de deuil. Est-ce que vous pouvez un peu, expliquer en quoi consiste cette méthode et surtout, heu, nous parler un peu de cette créativité artistique qu'il y a dans cet accompagnement? Oui, alors oui, le carnet de deuil, c'est une très, très belle rencontre en fait dans mon parcours. J'ai en entrant dans l'accompagnement transgénérationnel, j'ai été marquée par la puissance justement des répercussions de ces deuils non faits, gelés, qui vraiment ont résonné comme un tsunami, parfois, dans certains arbres et des tsunamis intérieurs qui invalident la personne vraiment dans son quotidien. J'ai moi-même été marquée par un deuil, très jeune qui, hem, qui qui effectivement a été long en fait alors je vais pas dire à se résorber, mais à se transformer parce que c'est ça l'idée du deuil, c'est la transformation. À passer d'un état de souffrance de l'absence de la personne à une capacité à honorer et de nouveau, la mémoire de cette personne en toute sérénité. Parce qu'on passe par des étapes émotionnelles, assez intenses, hein. Donc ce processus de deuil, qui est unique pour chacun, il a son propre temps. Et puis, je suis, extrêmement choquée parce que la société nous intime en fait de faire en fait, avec le deuil, il faut tout faire vite, hein. On est dans la performance, donc le deuil doit se faire vite, vite et bien, je dirais. Vite et bien, il faut pas en entendre parler, il faut pas que ça dépasse, faut pas que ça déborde parce que la mort, heu et je trouve que c'est ça, la mort est tabou encore aujourd'hui. J'ai l'impression que plus on avance et plus elle est taboue. Donc en fait, c'est vrai que j'avais envie d'accompagner des personnes touchées, alors pas uniquement par des deuils de physiques, hein, parce que, le deuil, le renoncement, il y a plein de petites morts et de grandes morts, en fait. Et ça, j'avais envie de trouver la manière de l'accompagner, et je trouve, dans l'idée de mort, il y a l'idée de renaissance et je trouvais qu'avec la création, il y avait possibilité d'être en contact avec ça. Et le carnet de deuil, en fait, j'ai été formée, j'ai rencontré, en fait, Nathalie Hanot qui est une, psychologue, belge et qui a développé art thérapeute et psychologue belge, qui a développé, en fait, ce carnet de deuil, qui est un outil quand même très, très puissant. Et comme j'étais plasticienne, enfin je suis plasticienne, moi-même, ça m'a beaucoup parlé, en fait, d'utiliser des outils plastiques pour cette transformation du deuil. Alors c'est une approche effectivement d'exploration de soi qui permet d'accomplir en fait un rite de passage. En fait, c'est ce rite de passage du deuil qui permet de trouver du sens et d'aller de l'avant. C'est de remettre en mouvement quelque chose qui est un peu à l'arrêt. Voilà. C'est un peu, alors moi je fais, elle le fait aussi dans un protocole. Ce cheminement, c'est un peu une analogie, un cycle avec, le cycle des saisons qui exprime bien en fait ces différentes étapes, hein. Quand on arrive à l'hiver, hein, et ben, en fait, les choses ne bougent plus, en fait, elles dorment, elles sont un peu en jachère, endormies. Et puis arrive le printemps, la renaissance, parce qu'il y a le processus de la terre, en fait, de transformation. Ça veut dire que le deuil, il y a, heu, il y a les feuilles qui tombent, hein, il y a cette tristesse, il y a cette colère, hein, qui est là et puis on remonte et en fait, c'est trouver ce sens en se remettant en mouvement dans des nouveaux projets, dans trouver ce sens, voilà. Donc pourquoi carnet? Parce que, c'est comme le carnet d'artiste, hein, il y a un acte de production plastique, hein, qui va contenir ce vécu traumatique. Et en fait, page après page, heu, il y a différentes, par l'utilisation de différentes techniques qui sont là pour soutenir en fait la personne en fait dans sa créativité. Elle va rencontrer des résistances, hein, ou des laisser-aller grâce à la matière elle-même. Voilà. Et on Donc utilise quoi, par exemple, comme alors matière? elle va utiliser 3 langages, en fait
déjà trois langages piliers qui sont l'écriture, alors pas au sens de l'écriture comme un écrivain, hein, pas une écriture réfléchie, pensée, mais au contraire une écriture automatique, croisée, tricotée, illisible, qui va lui permettre de déposer. Donc ça c'est cette fonction de l'écriture, même écrire avec la main non dominante, ça c'est aussi, assez fort, hein. C'est incroyable, c'est puissant en fait ce qu'on peut rencontrer. Le collage et puis tout ce qui est autour du dessin spontané, heu, dessin expressif spontané, donc le collage et puis la peinture et aussi les monotypes. Voilà, donc je dirais que c'est les, matériaux, principaux. Alors on utilise de l'encre, du pastel, de la peinture acrylique et d'autres matériaux qui vont être apportés. On peut travailler à partir de photos aussi. Alors de photos d'événements, des personnes, bon qui sont décédées comme dans le cas de deuil, mais pas que. Ça peut être aussi, il y a tous les renoncements de la vie en fait, hein. On en fait tout le temps. On en fait tout le temps. On fait des compromis, des renoncements. Parfois certains, on se rend compte on n'en a pas fait vraiment le deuil en fait de certaines situations. Vous Heu, avez un exemple de ce renoncement, par exemple? Par exemple, des choses assez simples, mais qui peuvent être traumatisantes, c'est des déménagements. Mmh. Ouais. Il y a des personnes qui, vont mettre des années avant d'accepter, parce qu'il y a cette phase d'acceptation, d'avoir eu à déménager. Mmh. Elles ne se sentent pas bien là où elles sont, et voilà, elles sont toujours dans l'avant, dans l'autre maison, dans l'autre appartement, dans l'autre pays, donc cette idée de parce que bon, être dans une maison, c'est un nid en fait, c'est recréer quand même un nid et changer de nid, c'est pas évident. C'est pas évident et il faut renoncer à l'ancien nid et puis recréer en fait, se recréer dans le suivant. Donc le carnet deuil peut accompagner des personnes, dans par exemple, lors d'un déménagement. Ça peut être aussi, lors d'une maladie, d'un cancer. Je pense notamment au cancer du sein où il y a eu ablation en fait du sein, donc la perte d'un membre Mmh. physique, ça peut faire l'objet d'un carnet de deuil. Qu'est-ce qu'on a perdu, mais qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on transforme? Mmh mh. C'est ça aussi. Heu, C'est intéressant parce que dans toute la démarche, on voit bien qu'il y a, je reviens sur le terme de ressources, sur le terme de transformation, mais tout en s'incarnant dans ce qui existe et ce qui existait. Et donc ça montre, je dirais, la puissance et la beauté de l'histoire ou de ce qui nous arrive nous-mêmes pour en créer des potentiels. Et ça me fait penser aussi à une étude que j'avais menée pour le Roi Merlin Source sur l'aménagement du logement des jeunes retraités. Et certains enquêtés devaient trier les affaires de leurs parents ou de leurs beaux-parents, soit parce qu'il y avait eu des décès, soit parce qu'il y avait eu des entrées dans des résidences, dont des maisons de retraite. Et c'était à eux de gérer et de faire ces déménagements et de faire des choix dans le tri du linge ou de le tri des affaires. Et donc, moi, j'avais nommé cet élément le poids du passé, ce poids que les individus devaient porter. Et je me souviens même d'une enquêtée qui, elle, avait gardé une valise avec des pots de Nivea et dans lesquels il y avait des boutons. Et donc, parce que sa belle-mère conservait soigneusement ces boutons pour faire eh bien, de la couture. Et donc, est-ce que l'art peut être un élément aussi qui va permettre d'utiliser ce poids du passé, de le transformer, et ce poids du passé qui n'est pas toujours le nôtre? ah oui, tout à fait. Alors c'est incroyable cette histoire de boutons. J'avais entendu une art thérapeute qui racontait, elle avait mis en place un dispositif, dans un EHPAD, hein, justement et une dame, était venue avec une multitude de boutons. C'était vraiment, des petites boîtes avec des petites même hem, des accessoires de couture hein, et elle l'avait accompagnée dans, la création,
d'un objet, d'une sculpture à partir de tous ces boutons. Donc ça fait vraiment résonance. Là, je repense à cette histoire qui était très, très belle, parce qu'elle avait plein de petites boîtes, cette dame-là. Alors elle les avait classées par couleur. Enfin, il y avait vraiment, et en fait, elle savait pas quoi en faire de ces boutons, et c'était une manière, bah, de transformer, en fait, de se dire, je pense qu'elle en avait hérité, en fait, justement de ces boutons aussi. C'est assez, et très souvent, on hérite de choses, même parfois on hérite de livres, on se dit: «Ben, on n'a pas envie de les donner, on n'a pas envie de les jeter». Travailler à partir d'un livre de pages, créer à partir de ces pages, peindre dessus, coudre dessus, c'est aussi un moyen de transformer, et beh, l'héritage qui nous a été donné, et de nous projeter quelque chose de soi-même, en fait, dans cette création. Et je crois que l'art, enfin déjà en prenant l'exemple des artistes, que ça soit dans l'écriture, que ça soit, des cinéastes, déjà, transforment à leur manière, bah, le poids du passé. Et quand on dit le poids, bah, oui, il y a pas que des choses, il y a pas que des plumes, hein. Il y a des choses un petit peu lourdes. Et moi j'aime beaucoup là ce roman de Maëlys de Carangal, hein, Kerangal, qui parle de réparer le vivant. En créant, il y a une réparation aussi dans le vivant, de ce qui est passé, et de ce qu'on n'a pas nécessairement choisi, mais qu'on se trimballe en fait, heu, avec soi. Et à travers la production artistique, à travers des gestes spécifiques, à leur manière, en fait, ils veulent dire quelque chose, et ils réparent, en fait, ce vivant. Alors bon, bah, je sais pas, pour citer, bon, bah, Camille Claudel, qui, tant dans son présent que par rapport à son passé, en fait, sculpté. Je pense à Louise Bourgeois aussi, qui avait une histoire familiale assez lourde, avec des parents dysfonctionnants, et très certainement que je veux dire, au niveau, transgénérationnel, il devait y avoir des histoires pour que ça soit aussi lourd comme ça, qui dit, enfin, j'aime cette phrase qui dit, «Tous les jours, on doit renoncer à son passé. Si on n'arrive pas à l'accepter, on devient sculpteur». Je trouve qu'elle est très, très belle cette phrase, justement parce qu'elle parle de la création. Je pense à Anselme Kiefer, à Gérard Garouste aussi, autant dans sa peinture que dans son écriture. Et puis aussi à George Lucas avec Star Wars, qui raconte énormément de choses de son histoire, avec les personnages qu'il met en scène. Et, et du coup, je fais le lien avec tout le travail en art-thérapie qui est proposé. Là, je citais cette art thérapeute avec cette dame dans un EHPAD, parce que c'est aussi, utiliser en fait le potentiel créatif qu'on a en soi, toutes ces ressources, hein, et d'aller les réveiller, et par des gestes en fait, des gestes, parce que c'est de l'action, c'est de la mise en action. On a des gestes singuliers, une façon, heu, une façon de dessiner, de tenir le crayon de façon récurrente. On dit ces choses-là, et l'art-thérapie en fait, elle accompagne ces mouvements-là, et elle relance en fait l'énergie vitale, et petit à petit ce poids du passé justement peut se transformer, on en fait autre chose. On a Et besoin d'expérimenter par le corps. c'est expérimenté par le corps. Oui, le corps, c'est vraiment, voilà, c'est notre belle boussole, en fait, le corps. Mais je trouve que c'est à un moment donné où en fait des fois on le laisse un peu de côté aujourd'hui dans la société, ce corps. Oui, et pourtant on a des invitations je veux dire, on n'a jamais eu autant de possibilités de faire, du yoga, de faire du sport, mais on sépare le corps et l'esprit, en fait, on fait pas le lien. Alors on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup, on analyse beaucoup, mais qu'est-ce que ça nous fait au fond, en fait, hein? Comment être à l'écoute de son corps, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, et je trouve, intéressant toutes les initiatives qu'il y a dans les écoles, où, bon, on invite les enfants à être à l'écoute de leur corps. Alors à être à l'écoute de leurs émotions, et aussi, de faire le lien entre émotion et corps. Où est-ce que ça te qu'est-ce que ça te dit? À quel endroit précis? D'arriver à nommer, de mettre ses mains, sur sa tête, sur son ventre, sur son cœur.
Déjà, c'est pas évident. L'enfant est en capacité de le faire, mais très rapidement, Mmh. il le perd. Comme d'ailleurs, son potentiel créatif. Bon ça, il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont on appréhende, la plastique, hein, et pas que, en fait. Le mouvement créatif en soi, à l'école, malheureusement. Mmh. Mais c'est intéressant ce côté du ressentir en fait, sentir son corps, savoir le nommer, réussir à le nommer, et d'une certaine manière, eh bien, des fois, je pense que ça peut aussi créer l'interaction avec l'autre. Être en capacité de savoir aussi parfois ce que l'autre nous dit ou aussi nos appréhensions d'échange. Des fois, on n'a pas, ça peut être compliqué parfois d'ouvrir un dialogue avec nos parents ou nos grands-parents, surtout quand on va aller échanger sur notre propre histoire, peut-être leur histoire, mais aussi sur leur présent. Et on peut aussi avoir peut-être des blocages émotionnels dans ces premiers pas. Est-ce que vous avez des idées sur comment on peut réussir à ouvrir ce dialogue? Alors, bah, moi, c'est ce qui me vient et j'ai un parallèle, en fait, que je vois là, c'est que, ouvrir le dialogue, je remarque, hein, que c'est souvent par un tiers, en fait, que ça peut arriver. Alors un tiers physique, heu, en fait, j'ai constaté qu'un gendre, une belle-fille, vont pouvoir recueillir, des témoignages, même des confessions, des parents ou des grands-parents plus facilement que le conjoint lui-même. Parce qu'il y a une pudeur, il y a, on pense que c'est déjà fait, que alors pas nécessairement, autour d'une mémoire ancienne, mais même, sur des choses qu'ils vivent, qu'ils traversent, hein. C'est plus difficile, il y a une pudeur en fait qui s'installe avec ces enfants, alors que le tiers c'est plus facile, c'est plus neutre, hein. Il sert un peu de déclencheur un peu, hein, et je le fais le parallèle avec le tiers dans la création, le tiers de la matière, hein, qui va faire dire des choses, qui va faire parler l'inconscient. Et je pense que le dialogue peut se faire aussi ensemble dans ce qu'on peut créer ensemble. Alors, ce qu'on peut créer ensemble, c'est très très large. Moi, j'ai un exemple autour de la créativité plastique parce que j'anime aussi des ateliers de parentalité. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais proposé un dispositif autour du mandala créatif, en ayant un petit peu expliqué bah, comment ça fonctionnait. Et il y avait alors il se trouve qu'en plus de ça, il y avait donc plusieurs familles et il y avait notamment une famille indienne, hein, qui était venue. Et il y avait un grand-père, la grand-mère, la tante et les petits-enfants. Et c'était incroyable comment ils ont œuvré ensemble. Ils ont réfléchi, donc il y avait une réflexion commune. Bah, comment on va construire? Qu'est-ce qu'on a envie de raconter là-dedans? Et puis, comment on va s'y prendre techniquement? Ah ben tiens, moi j'ai plus envie d'utiliser l'acrylique, moi j'ai plutôt envie d'utiliser le crayon. Et c'était un travail au sol, donc c'était un très, très grand mandala et chacun a œuvré, s'est réparti en fait une partie justement du dessin et a œuvré ensemble, a produit ensemble. Et ça, c'était magnifique parce que, tout en travaillant, ils se racontaient des histoires. Mmh. Et j'ai trouvé ça, c'était un moment très, très fort. Je pense pour eux, parce qu'ils avaient vraiment la banane, hein, ils étaient très contents. Et pour moi en tant qu'accompagnante, parce que, alors il y avait d'autres familles aussi, mais c'était la joie de partager ensemble et de se raconter d'autres choses, des choses du quotidien et puis de reparler d'une grand-mère c'était assez, et puis voilà, et puis il y avait des évocations du pays, en fait, d'où ils venaient. Donc des odeurs, des sensations, j'ai trouvé ça assez formidable. Et je vois aussi comment, par exemple, les jeunes générations peuvent aussi, autour de projets simples, aider aussi leurs grands-parents. Donc c'est aussi l'idée de se mettre à niveau, par exemple, internet, hein. Heu, je veux dire les jeunes sont natifs, en fait, avec internet, avec les outils internet. Hem, le fait d'expliquer à leurs grands-parents, heu, comment ça se passe, hein, c'est aussi un moment où ils sont ensemble,
et d'ouvrir en fait un dialogue, pas uniquement technique, mais je sais pas, hein, de comment les choses se transmettaient, de parler peut-être d'écriture, hein, ensemble puisque évidemment, bah, internet, c'est plus l'écriture, donc de mettre en parallèle, des choses qui étaient pas, qui étaient inimaginables il y a encore quelques années. Donc l'expérience, ensemble, traverser, produire et réfléchir ensemble, je crois que c'est un moyen de dialoguer. Alors là, tout est faisable, tout est devant soi, hein, chaque famille, trouve sa manière. Mmh. Mais c'est sûr que en fait, c'est mettre les générations ensemble dans la production, de quelque chose qui permet aussi, eh bien, ce dialogue qui peut s'ouvrir après, à l'histoire de chacun et au présent de chacun, en fait. Et oui, oui et je pense là à une autre chose aussi à justement cuisiner ensemble. Mmh. Moi, j'ai des images en famille et on peut être, 3 générations à cuisiner ensemble, pas que les femmes, hein. Les hommes, les femmes, les enfants, à œuvrer. Alors, pour voilà, parce qu'après on va se retrouver ensemble et on va le partager et on sait à quel point manger chez les Français, c'est important. Quand on mange, on parle. On parle de nourriture, mais on parle aussi de moments qu'on a partagés et qui ont été partagés, avant. Donc c'est très, très fort chez nous, hein. Mmh. Mais c'est Perla Servan-Schreiber, qui raconte dans une interview, donnée à Métamorphose, comment en fait, à travers le repas, elle a réussi à faire lien avec, les enfants de son conjoint et donc eh bien, il ça a ouvert le dialogue, mais ça a aussi ouvert, du partage, du plaisir et oui, de la richesse, ensuite. Caroline, est-ce que, vous avez envie, de transmettre quelque chose de particulier? Ce que j'ai envie de transmettre, c'est peut-être, comment j'ai traversé, un certain nombre de choses dans ma vie. Ça, j'ai envie de le transmettre. Comment j'ai trouvé aussi les clés. Je pense que c'est surtout les ressources que j'ai envie de transmettre. C'est les ressources que je suis allée contacter pour, justement traverser un certain nombre, d'épreuves, heu, j'aime transmettre aussi, tout ce qui est autour de la création, le regard qu'on peut porter sur l'art en général puisque ça m'anime, énormément. Hem, j'ai un fils de 20 ans et je lui transmets en fait mon histoire, transmettre des photos, des histoires autour de ces photos, ça c'est important pour moi. Donc oui, c'est toutes les ressources que j'ai contactées, que je contacte, encore aujourd'hui. Voilà, c'est ça en fait, oui, c'est les ressources. Merci Caroline pour cet échange. Merci. Merci beaucoup Mélissa de m'avoir, invitée. C'est très riche en fait et c'est alors là ça on pourrait continuer encore des heures. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à nous transmettre vos commentaires et à nous envoyer vos questions. À bientôt.